numéro 1 sur l'économie. On se retrouve ici à New York pour une dizaine de minutes encore dans ce grand journal et l'on reparle en ce dernier week-end de l'année de la falaise budgétaire, évidemment, avec notre invité Stephen Dreyfus. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat américain, basé ici dans la région de New York. Oui. Vous êtes aussi président sortant de la Chambre de commerce franco-américaine. Effectivement. Et vous êtes un contribuable américain, un électeur américain, et Ouais. vous suivez, comme tout le monde ici, les tout derniers développements de cette négociation sur la falaise budgétaire avec une date limite lundi soir. Est-ce que oui ou non, vous croyez que vos politiciens, votre président Obama et votre Congrès vont trouver un accord d'ici lundi soir? Moi, en bref, j'estime qu'ils vont trouver un accord. Reste à savoir quel genre d'accord, et ce ne sera qu'un accord partiel, me semble-t-il. Un accord partiel. On a beaucoup parlé ces dernières heures de mini-deal. Oui, effectivement, parce que nos hommes politiques, j'ai un peu honte de le dire, ont fait preuve d'une certaine lâcheté, parce qu'il y a un an, ils avaient les mêmes problèmes, ils ont tout simplement repoussé le problème pour un an. Et nous voici effectivement là où on savait qu'on serait, avec chacun essayant de jeter le blâme de tout ce qui va mal sur l'autre partie. Et l'Amérique profonde en a assez, me semble-t-il aussi. Alors, on verra un petit peu plus tard savoir si vos hommes politiques sont plus lâches que nos hommes politiques en Europe, parce que vous savez, on a les mêmes problèmes de dette, de déficit. On a une règle des 3% qu'on a beaucoup de mal à respecter. Ouais. On a parlé d'une règle d'or que finalement on n'a pas voté. Donc on verra un petit peu plus tard ce qu'on peut tirer nous en Europe comme leçon de ce qui se passe ici. Revenons quand même un peu techniquement sur ce que pourrait être un mini-deal. Est-ce que ça veut dire que ce sont des mesures ponctuelles qui vont être prises, on laisse le reste pour plus tard? On prend que les positions faciles à régler d'abord? Oui, c'est-à-dire il y a plusieurs façons de faire et on ne peut pas prévoir exactement ce qu'ils vont faire, mais effectivement il y a certaines pistes qui sont plus importantes que d'autres, notamment le prolongement de l'allocation chômage qui va prendre fin si on ne fait rien le 31 décembre, et aussi la prolongation des coupes de niveau d'impôt qui ont été effectuées par le président Bush Jr., et qui, elles aussi, vont prendre fin à la fin de cette année. Parce que déjà, il y a 2% de taxes supplémentaires qui vont peser sur les feuilles de paie à cause de l'expiration d'une certaine taxe qui a été allégée pour la crise et maintenant qui va prendre fin. Et en plus, si on ne continue pas les coupes dans les niveaux d'imposition qui ont été effectués par le président Bush, ça va rejeter encore 2, 3, voire 5% d'imposition fédérale au-dessus des 2% aussi. Donc ça peut faire une énorme différence, surtout aux gens modestes. Ça, ce sont les chiffres qui circulent en ce moment et qui font très peur aux Américains autour de nous. Ce ne sont pas techniquement des augmentations d'impôts, c'est la reconduction c'est l'annulation de réduction d'impôts, mais ça revient quand même à des augmentations d'impôts. Et ces chiffres qui circulent, 2000, 2400, 2500 dollars par an d'impôts de plus pour des Américains moyens. Non, c'est pas ça, c'est tout simplement le niveau de revenus sur lesquels on va imposer... Ça, c'est les 250 000. Oui, oui. Mais sur leur feuille de paye à la fin de l'année, c'est 2000 dollars. Oui, oui, 2500 dollars. Ça peut bien l'être. Ça fait peur. Oui. Mais pour vous montrer le côté politique de l'affaire, certains disent que les députés préféreront attendre que l'imposition augmente pour ensuite la diminuer, pour pouvoir dire qu'ils ont voté pour réduire les taxes au lieu de voter pour les augmenter. Ça, voilà un peu de cynisme. On entend beaucoup cet argument. Alors c'est du cynisme ou c'est de la politique? Effectivement, on joue entre... On laisse faire cette augmentation et ensuite on intervient comme le chevalier blanc. Je vous laisse faire la définition de la politique qui vous semble la bonne. Mais ensuite on intervient comme le chevalier blanc en disant ces impôts sont trop hauts, nous allons les couper. Au-dessus de quel niveau? Parce que c'est là effectivement vous y avez fait allusion que ça discute et que ça discute ferme en ce moment même. À partir de quel moment est-ce qu'on est riche? Obama dit qu'il faut couper les impôts pour les plus riches. Il faut augmenter les impôts, pardon. Il faut augmenter les impôts pour les plus riches.
Et Obama a dit pendant toute sa campagne, très clairement, qu'est-ce que ça veut dire riche aux États-Unis? 200 000 $ pour un individu de revenus par an, 250 000 $ pour un foyer. Et déjà, il faut comprendre le grand écart qui est régional aux États-Unis. Ce qui peut être riche à New York, ce qui peut être riche par exemple dans le Midwest, dans le Nebraska, n'est pas forcément riche à New York. Or, le problème, c'est que l'imposition fédérale est nationale. Il faut adopter les mêmes taux pour tout le monde. Mais 250 000, c'est une chose. Rappelons que le président de la Chambre a essayé, le républicain, a essayé de faire adopter une mesure qui allait définir la richesse à $1 million et il n'a pas pu avoir les votes de sa propre majorité. Chose extraordinaire. Donc, on a toujours pensé qu'on trouverait le juste milieu quelque part entre les deux. Le président Obama avait proposé à un certain moment, il y a une semaine, 400 000, qui est déjà un changement de position pour lui. Et les républicains ont tout de suite dit que c'est insuffisant, etc. Donc, on ne sait pas exactement, mais vraisemblablement, ça pourrait se trouver entre les deux extrêmes. On pourrait dire 400, 500 000. Mais il faut que les Français qui nous écoutent sachent que de quoi parle-t-on ici? Le niveau maximal qu'on fait tout pour éviter, c'est 39,6%. Alors que j'ai l'impression que chez vous, c'est un peu plus haut. Un peu plus élevé. Les taux d'imposition sont un peu plus élevés en Europe en général, en effet. Et vous parlez des impôts fédéraux ici? Fédéraux, oui. Fédéraux. Maximum, c'est ce qui était à l'époque de Clinton. Oui. 39%. 39,6%. Que Bush a baissé à 35. Oui. À 35. Et la question est de savoir à combien on remonte. Est-ce qu'on remonte jusqu'au niveau de Clinton? Et ça, c'est pour les plus aisés. C'est pour les gens dont les ménages gagnent à peu près 400 000 $. Mais à chaque niveau inférieur, il y a aussi un écart de 3 voire 5% qui est en cause. Et donc ça peut faire une grande différence pour l'Américain moyen. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a que 1,8% des Américains dont les ménages gagnent plus que 250 000 $. Alors que ces gens-là payent 35% des impôts fédéraux. C'est quand même extraordinaire. C'est les fameux 2% dont parlait Obama, dont il dit d'ailleurs qu'il fait partie lui-même en tant que président parce qu'il gagne plus que ça. Ouais. Cette négociation est très compliquée, mais c'est vrai que ce chiffre 250 000 d'un côté, 1 million de l'autre est quand même assez clair. Est-ce qu'on est riche au-dessus d'1 million? Mais vous m'avez dit que les républicains même n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur ce chiffre de 1 million. Oui, justement, parce que c'est là où notre système politique a basculé ces derniers temps. Parce que là, c'est le gouvernement des extrêmes. Dans la grande tradition américaine, c'était le gouvernement du consensus. On trouvait toujours le consensus entre républicains et démocrates. Et puisque les députés n'ont qu'un mandat de 2 ans, ils sont en campagne perpétuelle. Et dans le temps, ils devaient se protéger contre un éventuel adversaire de l'autre parti si jamais ils basculaient de manière trop extrême. Or, maintenant, ce n'est plus le cas. Et ils se protègent plutôt en concurrent de leur propre parti lors des primaires qui serait, lui, plus extrême qu'eux. Et donc, toute la pression est plutôt de garder une position plutôt à droite pour les républicains, à gauche pour les démocrates, pour se protéger contre un éventuel concurrent. On peut vraiment les renvoyer dos à dos? Parce que le fait que les primaires soient toujours plus extrêmes et ensuite l'élection générale soit plus au centre, ça a toujours été vrai, plus ou moins. Est-ce qu'il n'y a pas un problème spécifique chez les républicains quand même? On l'a vu pendant les primaires républicaines, pendant la présidentielle. Il y a une frange non négligeable, très importante et qui est réelle. Si on veut être vraiment démocratique dans ce pays, il faut en tenir compte, d'une droite extrême dans ce pays, et notamment au point de vue fiscal. C'est une droite extrême, mais ce n'est pas une extrême droite comme on dirait en Europe. Et moi, c'est pour ça que j'ai fait attention de mettre les mots dans l'autre sens. Parce que mais ce sont quand même des extrémistes. Ce sont des extrémistes, mais de la manière américaine, c'est-à-dire des gens qui sont plutôt extrêmes dans leurs opinions sur les questions sociales, par exemple, comme l'avortement, par exemple. Les questions de société, oui. Questions de société. Et qui ont une grande importance. Ce sont des gens qui sont
l'extrême, ce qu'on appelle l'extrême chrétien, c'est-à-dire des gens des sectes chrétiens protestants assez extrémistes, fondamentalistes, du point de vue religieux et du point de vue sociétal. Mais tout ça est très important dans la politique américaine de nos jours. Et on n'a pas la même tradition de laïcité que vous. Et effectivement, tout ce qui est communautariste est extrêmement important du point de vue politique. Et les hommes et les femmes politiques doivent en tenir compte. Écoutez, je suis représentant du Kansas ou de l'Arkansas. Ouais. Je dois voter demain dimanche ou lundi cette fameuse falaise fiscale. Quel est mon raisonnement à ce moment-là? Si vous êtes du Kansas ou de l'Arkansas, vous êtes probablement républicain. Oui, je n'ai pas choisi au hasard. Ouais. Mais alors quel est mon raisonnement? Je mets l'intérêt du pays d'abord ou l'intérêt de mon parti, l'intérêt de ma circonscription, l'intérêt des extrémistes de mon État? Non, mais soyons francs. Ils mettent d'abord leur propre intérêt politique. C'est-à-dire l'intérêt principal de chaque homme et chaque femme politique, c'est de se faire reconduire dans ses fonctions. Et donc, ils vont penser où se trouve le danger. Moi, je vous donne un avis un peu cynique, mais c'est comme ça que ça va se faire. Et donc, pour lui, ce député du Kansas, il a toujours à regarder à sa droite pour voir s'il n'y a pas quelqu'un du Tea Party qui va dire que voter le consensus pour l'intérêt du pays était d'abandonner et même de trahir ses électeurs et qu'il fallait le rejeter la prochaine fois. D'où l'énorme surprise qu'on a vécue ici la semaine dernière de ce président tout-puissant, soi-disant tout-puissant de la Chambre, qui n'a pas réussi à faire passer son projet de loi parce qu'il a été battu par son aile droite. Je reviens à ma question de tout à l'heure. Quelles leçons pouvons-nous tirer, nous, les Européens, de ce qui se passe ici? Nous, on se bat avec la règle des 3%, qu'on a établie une fois pour toutes dans l'Union européenne, mais qu'on n'arrive pas à suivre. On a joué avec la règle d'or sur la réduction constitutionnelle du déficit. Vous vous êtes dit, on va s'autodiscipliner, on va se fixer une date limite, on va se mettre au bord de la falaise. Ouais. C'est pas idiot. Il y a plusieurs façons de régler le même problème ou de ne pas le régler, c'est plutôt ça. Parce que nos hommes politiques des deux côtés ont trouvé, ils ont une créativité extraordinaire pour esquiver des problèmes. Alors là, effectivement, ce sont deux façons d'éviter à prendre des décisions. Mais effectivement, ici, le système est fait pour qu'il y ait un accord. La grande différence, c'est que si on votait une loi d'austérité, par exemple ici, vous ne verriez pas des gens dans la rue comme vous aurez eu en France, en Italie ou ailleurs. On n'a pas le même réflexe d'aller dans la rue. Et vous pensez que s'il y a un mini-deal dans les heures qui viennent, il y aura un deal plus sérieux dans les mois qui viennent? On finira par régler ça? Il y a une grande expression américaine, vous allez me donner la traduction française, « kick the can down the road ». Repousser les problèmes à plus tard. Oui, et effectivement, c'est la grande tradition. Ils vont essayer de régler ce qu'on peut régler maintenant et de repousser ce qu'on peut repousser pour plus tard. Ça peut arriver parfois en Europe que les hommes politiques choisissent cette option-là. Merci infiniment, Stephen Dreyfus, avocat américain, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous d'avoir suivi le Grand Journal. Et on reprend dans quelques minutes la suite de nos programmes sur BFM Business. Merci de votre attention.